Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler de leadership au féminin. Alors, le leadership étant une notion très générale, appliquée au féminin, il y a quand même certaines subtilités que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et justement, c'est l'objet de cet épisode. Le leadership féminin, aujourd'hui, reste quand même sous-représenté dans les postes à haute responsabilité et malgré des preuves tangibles dont on va parler aujourd'hui, de son impact positif. Il ne s'agit pas dans cet épisode de faire preuve de militantisme ou de féminisme à un moment donné, mais il s'agit de donner des éléments concrets, pratico-pratiques encore une fois, sur les spécificités de ce type de leadership. Et quand je parle de leadership féminin, attention messieurs, oui, vous avez également une part féminine en vous, et donc il s'agit des fois de savoir la mettre en avant. Donc, je vais parler à proprement dit de la femme en soi, mais je vais également parler de l'aspect féminin du leadership, et c'est important de se le dire dès l'introduction. Donc, les spécificités, donc les stéréotypes en fait, continuent de persister malgré tout. Si je parle des femmes, les femmes leaders sont souvent perçues, je dis bien souvent, il s'agit de perception, perçues comme trop émotionnelles ou pas assez assertive. Alors que dans ces mêmes traits, on peut également y trouver des forces. Mais dès lors qu'on parle de mener la barque, tenir la barre, vous voyez, c'est compliqué encore de nos jours. J'écoutais des podcasts récemment sur une femme en fait qui dirige un board d'entreprise, c'est-à-dire un comité de direction, mais a des responsabilités assez élevées et vraiment sur un poste très élevé. Et ce qu'elle racontait, c'était assez intéressant. Elle disait qu'en fait, déjà, ça prend plusieurs années, vraiment, pour construire une carrière en tant que femme dans les boards, dans les responsabilités très élevées, que ça ne se fait pas comme ça, et que même quand une femme est installée, eh bien, vous savez, on se tourne autour. C'est-à-dire que dans les premières réunions, ça s'étale sur plusieurs semaines, eh bien, on s'observe, on se regarde. Ça fait un petit peu comme les animaux, alors sans avoir aucune arrière-pensée ni aucune mauvaise blague, mais on se renifle un petit peu, vous voyez, si je dois faire une analogie. Et c'est un petit peu ça qui se passe de nos jours, dès lors qu'une femme a des responsabilités, qu'elle doit prendre une place, elle est assez observée, alors que chez un homme, on va en règle générale moins aller le titiller, l'observer, et voilà. Parce que les spécificités du leadership féminin, l'empathie, la collaboration, la résilience, ce sont des compétences clés pour les défis modernes, eh bien, il est absolument essentiel d'en tenir compte en termes de gestion de crise, mais aussi de l'innovation, d'accompagnement en changement, mais aussi de l'engagement vis-à-vis des équipes. Je vous prépare, et restez bien connectés, dans la suite des podcasts, un épisode dédié à l'ère de l'intelligence artificielle et du management. La notion de leadership est véritablement clé et on s'en est déjà parlé dans certains épisodes précédents. Par exemple, saviez-vous que selon une étude de McKinsey de 2023, les entreprises avec une forte représentation féminine dans leurs équipes de direction ont 48% plus de chances de surpasser leurs concurrents en termes de profitabilité. Pourtant, seulement 8% des PDG du Fortune 500 sont des femmes. Pourquoi un tel écart ? L'idée est vraiment à développer dans cet épisode et surtout quels sont les atouts uniques que le leadership féminin apporte aux organisations. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Donc, ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est en termes de spécificité. Qu'est-ce qui distingue vraiment le leadership féminin ? On abordera les atouts dans un second temps, comment l'empathie, la collaboration, l'intuition
par exemple, deviennent des super pouvoirs managériaux. Et dans un dernier temps, on parlera des défis et comment les surmonter. Syndrome de l'imposteur, les biais inconscients, les stratégies aussi pour briser certains plafonds de verre, et tout ça ponctué d'exemples concrets d'entreprises. En gros, à la fin de cet épisode, vous saurez identifier et valoriser les forces du leadership féminin, que vous soyez une femme ou pas, d'accord ? Appliquer des stratégies pour surmonter les obstacles spécifiques aux femmes, leaders, bien sûr, mais aussi inspirer ou adopter des pratiques managériales, plus inclusives ou performantes. On y va donc tout de suite pour le premier point de cet épisode. On va directement parler des spécificités du leadership féminin. Le leadership féminin, comme je vous l'ai dit, c'est pas une question de genre, c'est une question d'approche. Donc messieurs, vous êtes également concernés, c'est important de le dire. Les recherches, notamment, là je vais vous parler de l'université de Stanford, montrent que les femmes leaders ont tendance à privilégier la collaboration plutôt que la compétition pure, au sens général. Attention, je ne fais pas des cas particuliers une généralité, c'est-à-dire que oui, il y a des femmes qui sont très orientées compétition, mais globalement dans l'approche, on a repéré cette tendance-là. Favoriser une communication plus inclusive avec une écoute active, plus active en tout cas, un feedback un peu plus constructif aussi. Elles intègrent l'empathie sans sacrifier la performance. Voilà, à avoir entre deux bouts la notion de performance et d'empathie, de bienveillance. Et aussi d'adopter une vision long terme avec une attention particulière, assez naturelle, à l'impact social et environnemental. Si je vous apporte une image, imaginez deux chefs d'orchestre. D'un côté, il y en a un qui dirige avec une baguette, qui impose le rythme de manière ferme. C'est plutôt le leadership traditionnel, d'accord ? L'ancienne école, je dirais, d'accord ? Si vous êtes plus jeune et que vous écoutez cet épisode de podcast en disant décidément elle fait des généralités, à l'époque ça se passait comme ça. En 2025, heureusement que les choses ont évolué. Et puis l'autre chef d'orchestre qui écoute chaque instrument, qui ajuste les tempos en fonction des forces de chacun, qui crée une harmonie un peu plus unique, c'est ça qu'on appelle le leadership féminin. Et encore une fois, des hommes sont tout à fait capables de le faire, d'accord ? C'est une approche, ce n'est pas un genre. Les deux peuvent produire une belle musique, d'accord ? Dans les deux cas, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais la seconde approche, elle crée une symphonie plus riche et plus résiliente, et elle développe même en interne l'écoute les uns des autres, en étant moins focus sur « attention, il faut que je sois au rendez-vous quand le chef d'orchestre va me taper de la baguette pour me dire de commencer, par exemple. » Si je vous représente une étude de McKinsey, les entreprises, comme je vous l'ai dit, avec une forte représentation féminine dans leurs équipes, ont nettement plus de chances de surpasser leurs concurrents en profitabilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me suis trompée à ce sujet, excusez-moi, je vous ai parlé de 48%, mais il s'agit de 15% en fait, de plus de chances de surpasser leurs concurrents en profitabilité. J'ai retrouvé mon lien. Selon le S&P 500, les femmes seraient 32% plus susceptibles de passer d'abord au service d'un dirigeant avant de devenir dirigeante elle-même. 32%. Les hommes passent cette étape et deviennent directement dirigeants, en règle générale. En 2025, dans le Fortune 500, un record, 11% des entreprises sont menées par des femmes. Derrière ce gap, forcément, alors on parle de quoi ? D'un manque de qualification, des biais dans les promotions, et puis d'un impact non négligeable, c'est celui des quotas. Aujourd'hui, vous savez que depuis quelques années, il y a une obligation de quotas, c'est-à-dire que l'État a imposé des quotas, ce qui vient biaiser un petit peu les affaires. En termes de leadership féminin, on va s'en parler. Si je parle des résultats de Great Insight 2025 de The Great Place to Work, d'accord ? Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les chiffres que je vous donne directement sur Great Place to Work, puisque ces insights sont téléchargeables.
Le travail, en fait, aujourd'hui, si on reprend la dernière étude donc de 2025 très récente, reste un levier d'épanouissement pour 71% des salariés. Donc ce qui veut dire que le travail reste aussi une source de stress importante, puisque c'est important, on s'engage émotionnellement autant que physiquement qu'intellectuellement. Ça reste une source de stress importante, notamment, en fait, auprès de la population féminine, c'est-à-dire à hauteur de 65%. Il est d'ailleurs plus important pour les femmes de 45 à 54 ans que les hommes du même âge. On a également, sinon c'est pas drôle, un impact autour du niveau d'expérience, d'accord, et donc de l'âge associé. Autrement dit, oui, l'âge compte aussi. Ensuite, cette même étude montre que la perception, attention, là je parle bien de perception, des niveaux d'équité ou de rémunération est plus faible que chez les hommes. Ça, c'est vraiment de la perception. Encore une fois, il n'y a pas de data derrière, mais on est sur un niveau de perception où on est encore dans une mentalité, je dirais, du coup, à penser que les niveaux d'équité et de rémunération sont inférieurs à celles des hommes. Est-ce vraiment le cas tout le temps ? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, la perception, elle est générale et donc elle est appuyée. Est-ce que, finalement, non plus, le conditionnement intergénérationnel, transgénérationnel n'y est pas pour quelque chose, on pourrait se questionner là-dessus. Donc par rapport aux spécificités liées au leadership féminin, oui, les femmes sont plus touchées du coup par aussi le syndrome de l'imposteur, mais parce que finalement prendre sa place, à un moment donné dans cette société, c'est dire au revoir au patriarcat et oui au retour d'un matriarcat, mais qui ne chercherait plus aujourd'hui à évincer les hommes, mais à les amener à un même niveau. Je ne sais pas si vous êtes renseigné sur cette notion de patriarcat dans cette société assez pyramidale qui nous dirige depuis le post-Seconde Guerre mondiale finalement. On est, et même j'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être généraliser au XXe siècle, avant, il y a quelques siècles auparavant, la société était dirigée par des matriarches. Les femmes étaient finalement les chefs de la famille, d'accord, dans un temps bien plus ancien. Et ça a été remplacé par le patriarcat. Aujourd'hui, on voit que la femme reprend finalement sa place et dans la société. Notamment, je vais parler de la France depuis post-guerre également avec le droit de vote, etc. L'émancipation de la femme, Woodstock et tout l'impact que ça a eu sur un plan mondial. Mais il y a aussi également ce retour de la femme aujourd'hui pleinement dans le marché du travail qui souhaite prendre sa place avec toujours finalement cette difficulté qui est la gestion de l'équilibre pro-perso, de la famille et donc aussi ce côté culpabilisant des générations qui ont été éduquées avec une culture des années 40, 50, 60, 70 encore, où il faut être parfaite, en fait, finalement, il faut être au rendez-vous sur tous les fronts. Et donc, c'est dans ce sens aussi que, en termes de femmes, ça m'amène au point numéro 2, finalement, mais les atouts méconnus du leadership féminin. Par rapport au statut de la femme, et à la condition de la femme aujourd'hui. Encore une fois, je ne fais pas de féminisme quand je dis ça. C'est vraiment concrètement où est la place de la femme sur le marché du travail aujourd'hui. Ça m'amène donc au point numéro 2, les atouts méconnus du leadership féminin. Alors, les traits sont souvent stéréotypés, comme féminins, les super-pouvoirs, vous savez, de la femme, etc., mais c'est assez stéréotypé quand même. Je vous ai dit encore une fois, l'homme peut très bien avoir ce type de qualité-là. Finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en termes de leadership féminin, il y a quelque chose de l'empathie stratégique qui se joue. D'accord ? Ça, c'est le premier atout. C'est-à-dire cette capacité à comprendre les émotions, à les ressentir avant même que l'autre les exprime, cette forme d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Et puis comprendre les émotions, mais aussi les motivations, quelque part, des équipes. Une étude Gallup, en fait, montre que cette capacité-là améliore l'engagement de 40%, en fait, dans les équipes dirigées par des femmes. C'est absolument énorme, cette étude.
ce résultat. Le deuxième atout méconnu, en fait, c'est vraiment le côté résilience et adaptabilité. Les femmes leaders excellent dans la gestion de crise, en fait. Grâce à quoi? Leur capacité à pivoter rapidement. On peut faire écho à ce qui s'est passé pendant la pandémie de 2020, mais aussi à cette capacité de tenir compte, encore une fois, de l'émotionnel pour la prise de décision, c'est-à-dire de développer cette intelligence émotionnelle, faire avec les émotions, qui donne la résilience et l'adaptabilité souhaitée. Le troisième atout, c'est cette collaboration transversale. La collaboration transversale, en fait, elle brise les silos dans les entreprises. Elle favorise, de par l'intelligence émotionnelle, et vous voyez que je fais qu'enfiler des perles finalement, elle brise les silos et de par l'intelligence émotionnelle, elle tend vers l'intelligence collective, c'est-à-dire réussir à faire du 1 plus 1 plus 1 pour donner un tout et un ensemble cohérent. D'ailleurs, je ferai référence dans la description au numéro. Finalement, je vous ai fait un podcast dédié, un épisode complet dédié à l'intelligence collective et comment la mettre en œuvre. Et puis, le dernier atout, finalement méconnu du leadership féminin, c'est cette vision holistique. Alors, la vision d'entreprise, on connaît, la stratégie, on connaît, les objectifs, l'organisation. Mais la vision holistique, c'est quoi? Ça n'a rien d'ésotérique, hein. C'est l'intégration de tous les enjeux en 360 autour de la stratégie d'entreprise. Cette vision holistique, elle tient compte des enjeux RSE, en fait, naturellement, sans avoir besoin de parler de RSE, c'est-à-dire des enjeux sociaux et environnementaux directement dans la stratégie. Quels vont être l'impact de nos actions autour de nous, en interne comme en externe? Et la femme a plutôt tendance à faire ça de manière naturelle. Encore une fois, c'est une généralité. Si vous connaissez des femmes qui sont absolument incapables de faire ça, c'est fortement possible. En gros, pensez à un écosystème, d'accord? Un leader traditionnel, dans l'ancien temps, en fait, il agissait un petit peu comme un prédateur, vous voyez, au sommet d'une chaîne alimentaire. Eh bien, le leader féminin agit comme un pollinisateur. Ce leader-là va relier les éléments entre eux, va permettre la croissance de tous, va venir nourrir les uns et les autres individuellement, mais il va assurer la pérennité du système dans son ensemble. Vous voyez? Donc si cette image-là vous parle, surtout n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie de vous faire un petit cadeau dans cet épisode, hein. Je vais vous proposer d'aller tester quel type de leader féminin vous êtes. Et pour ça, regardez dans la description de cet épisode, je vous ai mis un petit test en anglais. Quel type de leader féminin êtes-vous, en fait, finalement? D'ailleurs, je vous mets le petit secret. Pour moi, je suis une white queen et je vous laisse regarder quel type de leader je suis là-dedans. Ça, c'est mon petit clin d'œil. Et enfin, donc pour terminer ce troisième point, les défis et comment les surmonter par rapport à ce leadership féminin, malgré les atouts, malgré tout ce qu'on peut avoir en termes d'études autour de la place de la femme dans les entreprises aujourd'hui, à haute responsabilité, encore une fois, les femmes leaders font quand même face à pas mal d'obstacles, en fait, qui reviennent assez fréquemment. J'en ai 4 à vous proposer et après je vous proposerai 3 stratégies pour venir surmonter ces défis. Je vous laisse pas sans rien. Le premier, c'est le syndrome de l'imposture. Alors, se considérer comme imposteur, c'est le lot commun d'absolument 100% des gens compétents. C'est un podcast en fait de Pauline Léniaud que j'ai écouté récemment, dans lequel elle parle de son propre syndrome de l'imposteur. Et en fait, je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Et je suis totalement d'accord avec son postulat qui est de dire le syndrome de l'imposteur, c'est le lot commun de 100% des gens compétents, puisque quelqu'un qui ne serait pas compétent ne développerait pas cette capacité à rentrer en introspection, à se poser des questions sur lui-même, puisque finalement, il sait. Donc en fait,
Il n'y a pas de raison de se poser de questions sur est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, est-ce que je peux mieux faire, est-ce que j'ai ma place, etc. Est-ce que je suis légitime? Globalement, ce syndrome touche plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est lié également au niveau sociologie, aux générations, à la façon dont on est éduqué? Certainement. En tout cas, c'est un défi vraiment à relever, puisque le mindset finalement de la femme, même si la société évolue et que les droits évoluent, eh bien, je dirais que quelque part aujourd'hui, c'est finalement le mindset des femmes elles-mêmes, en fait, qui a besoin d'être travaillé, d'accord? Pour vraiment assurer, développer cette assurance, développer cette confiance, cette estime de soi, c'est quand même un sacré défi. Le deuxième défi, ce sont les biais inconscients. Par exemple, une femme assertive, en général, elle est perçue comme agressive. Je répète, une femme assertive, qui dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, est en règle générale perçue comme agressive, alors qu'un homme sera perçu comme leader, quelqu'un de frontal, qui dit les choses. Vous voyez ? Ça veut bien dire qu'il y a la perception aussi qu'on peut avoir en tant que société, femme comme homme, autour d'une femme qui prendrait la parole de manière assertive et qui dirait les choses de manière frontale. Eh bien, posez-vous la question de savoir comment vous la percevez vous-même et posez autour de vous la question de voir comment est-ce qu'elle est perçue. Est-ce que vous diriez que du coup elle est plutôt confrontante, plutôt dure, ou est-ce que vous diriez non, en fait elle développe un certain leadership. Troisième, le plafond de verre. On en a parlé, effectivement, on s'aperçoit que les femmes aujourd'hui ont plus de mal à atteindre certains postes, ça peut prendre quelques années en fait et mener à certaines difficultés, avoir besoin de faire ses preuves en fait pour démontrer qu'on a bien raison d'être à notre place. Et puis le dernier défi quand même, c'est la charge mentale. On en a donné quelques indices, mais gérer à la fois les attentes professionnelles, les rôles sociaux traditionnels, sa place de femme, sa place d'épouse, dans la société, sa place de mère, sa place finalement de salarié ou d'entrepreneur, de chef d'entreprise, eh bien, c'est quand même une charge mentale qui demande d'être sacrément équilibrée sur un plan émotionnel pour garder finalement toute la clarté d'esprit et mener tout de bout à bout. C'est pas une mince affaire. Je rappelle qu'il y a quelques décennies, il ne suffisait que d'être une personne avec un salaire pour alimenter toute une famille. Depuis quelque temps, il faut être deux, ce qui veut dire que les deux parents manquent à l'appel et que les enfants sont éduqués par d'autres. C'est quand même un autre mode de fonctionnement. Encore une fois, comme on l'a dit, avec cette culpabilité des fois de ne pas être assez à la maison, et donc cette charge mentale supplémentaire. Et au-delà de la charge mentale, c'est la charge émotionnelle, d'être au four et au moulin, de vouloir être partout, et d'avoir cette difficulté à faire un choix en se disant « c'est ok ». D'être mère au foyer, de vouloir s'occuper de ses enfants, d'être finalement 100% dans sa carrière. Et puis aujourd'hui, que les hommes prennent la place à la maison. Enfin, voilà, donc on est un petit peu dans cet entre-deux dans lequel on a touché à quelques extrêmes. Et finalement, sortir du jugement, de se dire c'est ok, en fait, le choix qu'on fait pour chacun. Et donc, quelles sont les stratégies que je peux vous proposer pour surmonter ces mêmes défis? Alors, j'en ai 3. Pour combattre déjà le syndrome de l'imposteur. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de ne pas oublier ce que vous faites de bien et ce dont vous êtes capable. Et pourquoi pas, pour ce faire, de tenir soit un journal des réussites que vous allez alimenter une fois par semaine. Peut-être pourquoi pas une fois par jour, si vous en êtes capable, avant d'aller vous coucher, pour pouvoir favoriser ce sommeil et réfléchir à tout un tas de choses positives, à orienter votre mindset autour de ce qui est positif. Et puis aussi des fois, pour objectiver ses compétences. Ce que je peux vous proposer aussi pour combattre le syndrome de l'imposteur, c'est de s'entourer d'un réseau de mentorat qui saura vous donner du feedback et qui saura quelle est la prochaine étape pour vous à développer.
Ça peut être un père, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, quelqu'un qui vous inspire, mais pour pouvoir vous amener à conscientiser vos propres capacités. Le deuxième point, ça va être de désamorcer les biais. Et le troisième, du coup, de briser les plafonds de verre. Mais pour désamorcer les biais, alors 2 possibilités. Vous pouvez utiliser les faits, les données, pour appuyer vos décisions. Par exemple, les chiffres montrent que cette stratégie a fonctionné dans 80% des cas. Ça évite finalement de laisser penser, de laisser croire que c'est votre appréciation et votre intuition féminine, vous voyez, qui vous a mené à telle ou telle décision. En vous appuyant sur des faits, vous cassez le biais. Autre chose, vous pouvez adopter un langage assertif, par exemple, on en a parlé, sans être agressif, c'est-à-dire agressive, d'accord ? C'est-à-dire, par exemple, en reprenant la technique du sandwich dont je vous ai parlé dans le podcast autour du recadrage. Ça peut être une technique efficace dans des contextes donnés, avec le contexte, la demande claire, le bénéfice. Je rappelle que cet épisode de podcast, c'est le numéro 10. Et puis, vous pouvez également briser le plafond de verre, c'est-à-dire négocier systématiquement les promotions, les augmentations. D'ailleurs, les femmes le font 30% de moins en règle générale que les hommes. Ou alors créer des alliances stratégiques, vous savez, qui prend un peu plus de temps, mais avec cette fois-ci non pas des mentors, mais ce que j'appelle des sponsors, c'est-à-dire des personnes qui vont parler en votre nom, des personnes qui vont qui vont donner un avis favorable et qui vont pouvoir parler de vous à d'autres. De cette manière, vous pouvez briser certains plafonds de verre, utiliser votre personal branding finalement au sein de votre entreprise et puis ou de votre société ou de votre écosystème entrepreneurial pour vous vraiment prendre votre place en tant que leader. En fait, si je dois vous donner une image, c'est comme escalader une montagne avec un sac à dos rempli de pierres invisibles, ce sont les stéréotypes. Et puis, la clé, c'est pas forcément de porter le sac le plus lourd à la fin, mais c'est surtout d'apprendre à vider le contenu progressivement et à utiliser les pierres comme des marchepieds pour pouvoir aller plus haut, par exemple. Donc pour conclure, ce qui est à retenir dans cet épisode, selon moi, c'est que le leadership féminin n'est pas une question de genre du tout, mais une question d'approche. Et les traits qui le caractérisent, bien évidemment, l'empathie, la collaboration, la résilience, ce sont véritablement les compétences du futur. Les entreprises qui les cultivent, qu'elles soient d'ailleurs dirigées par des hommes ou des femmes, pour moi, elles seront gagnantes dans l'entreprise de demain. À l'ère de l'intelligence artificielle, je vous ai dit, je vous fais un épisode promis dédié à ce sujet, eh bien les soft skills seront les compétences vers lesquelles toute personne qui crée ou qui mène une entreprise, qui la pilote, ou même qui manage une équipe, devra se focaliser. Ce seront les compétences clés. Les défis, comme le syndrome de l'imposteur, les biais, le plafond de verre, peuvent être surmontés avec des stratégies concrètes, des actions. Ça, c'est important de le retenir. Et puis, bien évidemment, que les études montrent que l'inclusion des femmes au leadership, oui, ça transforme les organisations. Je terminerai sur cette citation que j'ai trouvée sympathique de Melinda Gates. Une femme avec une voix est par définition une femme forte, mais une femme qui trouve sa voix change le monde. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans le lien que je vous ai mis en description de ce podcast. Ça aide vraiment à le faire connaître, à le développer aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment développer votre propre leadership, mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, contactez-moi. Et d'ici là, je vous souhaite une belle soirée ou journée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.